à toutes et à tous. Les partenariats entre pays africains et clubs européens se multiplient. Sur le papier, tout semble gagnant-gagnant. De la visibilité, de l'image, des investissements. Mais une question centrale demeure. Qui profite réellement de ces accords? Aujourd'hui, nous allons analyser ce qui se cache derrière ces partenariats devenus des outils de communication mondiale. Bienvenue. Et pour en parler, on reçoit sur ce plateau Patrice Ribaton, expert en géopolitique et marketing du sport. Bonjour Patrice, comment ça va? Très bien. Très bien, toujours. C'est ensoleillé, hein? Oui. Il Tout fait va... chaud chez vous. Il fait chaud aussi, tout va bien. Bakary Cissé, cofondateur Zelo Sport Futsal Show Africa. Comment ça va, Bakary? Ça va très bien. Très bien aussi? Ravi d'être avec vous. Merci. Et puis, depuis Rabat au Maroc, Reda Larechi, expert en business du sport depuis le Maroc. Bonjour, comment ça va? Bonjour Malik, très bien, merci, merci pour l'invitation. Ravi d'être parmi vous à distance pour cette fois-ci, la prochaine fois sur plateau. Avec plaisir. Et puis, il fallait bien un footballeur parmi nous. Jean-Claude Domvoumain, ex-international camerounais, fondateur de Foot Solidaire. Bonjour, bonsoir. Bonjour Malik. Comment ça va? Ben, écoutez, c'est parfait, tout va bien. Avec Thibaut. Bien, les amis. Hein, le sujet, il est planté. Les invités sont présents, les téléspectateurs aussi, forcément. Alors, les amis, en première question, ces partenariats Afrique-Europe sont-ils vraiment gagnants-gagnants ou plutôt quelque chose de déséquilibré? Ça, c'est la première question. Ensuite, j'ai envie tout simplement qu'on définisse ensemble c'est quoi un vrai partenariat, un partenariat tout simplement entre les pays africains et les clubs européens notamment. Patrice, on va commencer par toi. Oui, écoutez, votre première question, y a-t-il des gagnants-gagnants, y a-t-il des perdants-gagnants ou y a-t-il des gagnants-perdants? J'allais dire que tout dépend de la contractualisation et tout dépend de l'amont. Quels sont les objectifs des deux parties, ou des trois parties, ou des quatre parties? Et je pense que la négociation, le temps de la réflexion est effectivement majeur dans un partenariat. J'allais dire que si on est sur des partenariats gagnant-gagnant, il n'y a rien à dire, parce que tout le monde aura obtenu ses objectifs. Si on est sur des partenariats gagnants-perdants, ce sont des partenariats qui vont pas se pérenniser. Et en tout cas, la faute est certainement aux deux parties, pas forcément à celui qui a perdu ou celui qui a gagné, mais parce qu'on n'a pas donné un temps assez long, le temps d'une réflexion, le temps de mettre effectivement en place nos arguments, nos objectifs pour finaliser un bon mariage. Monsieur Larechi, vous dites la même chose? Alors, tout d'abord, bonjour à mon cher ami Patrice, que j'ai vu il n'y a pas longtemps à Tanger, donc un grand bonjour à Patrice. Et écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que pouvoir vraiment mesurer l'impact de ces partenariats, déjà, c'est de se dire, d'attendre la fin de de ces partenariats, pour se rendre compte concrètement de ce qui a été fait. Là, de tous les pays africains qui ont effectué ce type de partenariat, je pense que c'est surtout le Rwanda qui est, je pense, le pays qui a été initiateur, je pense, de ce type d'action. Donc, le Rwanda a pu mesurer l'impact touristique et aussi d'investissement et aussi de renommée du pays, donc à accueillir, que ce soit des touristes ou des investisseurs. Donc, de ce côté-là, en termes d'impact, je pense que oui, il y a un impact, je pense, positif pour le pays. Pour les autres pays, c'est plus ou moins récent, hormis pour aussi la Côte d'Ivoire avec l'OM qui ont fait un partenariat de 2023-2026. Donc, ce serait intéressant de savoir quel a été le retour du côté de la Côte d'Ivoire par rapport à ça. Et je sais qu'ils ont renouvelé il y a quelques semaines leur partenariat pour 3 ans supplémentaires. C'est que logiquement, ils ont dû y trouver leur compte. Mais le gros problème de ces partenariats, c'est que bon, déjà en termes de visibilité financière, c'est vrai qu'on ils ne communiquent pas forcément sur les chiffres. Il y a des chiffres qui, bien sûr, qui circulent sur Internet, mais c'est surtout ouais, le retour concret pour l'entité côté du continent africain qu'on a du mal à bien calculer. Donc, je pense que voilà, il faudra attendre la fin de ces partenariats ou du moins ouais, une communication claire de la part des pays ou des entités qui sont engagées pour savoir concrètement ce qu'ils ont gagné de ces accords. Après, on pourra aller plus dans le détail dans
dans les prochaines minutes. Jean-Claude, justement, quelle est ton approche par rapport à ces partenariats de façon générale? D'abord, je voudrais essayer de redéfinir ce que c'est qu'un partenariat. C'est une association, donc entre deux entités, en l'occurrence les entités sportives, pour travailler sur un projet commun. Alors, ce qui me dérange un peu dans c'est vrai qu'il y a, on va dire, une espèce d'engouement aujourd'hui autour de ces partenariats, à l'image de ce qui s'est fait notamment par le Qatar, hein, qui est un exemple intéressant. Et là, on entre dans des politiques étatiques, hein, d'influence, hein, ce qu'on appelle le soft power. Le Qatar a bien préparé vis-à-vis, par rapport à sa situation géopolitique au Moyen-Orient que nous connaissons tous, il a bien réussi ce projet avec sa Coupe du Monde. Ensuite, on a l'Arabie Saoudite qui s'y est mise également. Et évidemment, notre collègue a parlé du Rwanda, qui, pour moi, est exemplaire en Afrique. Précurseur même. Et surtout du Maroc. Et surtout, c'est des pays quand même qui ont déjà des infrastructures, qui ont des vraies politiques et sur lesquelles ces partenariats-là peuvent apporter une plus-value. Alors, la grosse question, honnêtement, j'en profite ici pour en parler, parce que peu de spécialistes l'abordent, c'est celle du côté africain. Est-ce qu'en Afrique, il y a une vision du sport? À quoi sert le sport en Afrique? Lorsqu'on utilise cet outil, qu'est-ce qu'on y attend? On a évoqué le Maroc est en Afrique. Le Maroc est en Afrique et le Maroc est un bel exemple parce qu'on voit que depuis quasiment 15-20 ans, il y a quelque chose qui est fait au niveau du football, c'est ce qui est le plus visible, avec la formation, avec des académies Mohamed VI, avec tous les résultats qui sont en 2022, demi-finalistes de Coupe du Monde, qui sont, on va dire, la résultante de ce que le Maroc fait déjà. En fait, le partenariat avec l'Europe ne doit pas venir cacher la forêt. Ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, mais ça doit être dans une dynamique, dans une vision. Et cette vision, dans la plupart des pays africains, elle n'existe pas. Bakary, si j'ai bien compris, hein, notre ami Jean-Claude, il nous dit tout simplement que les partenariats, de fait, c'est quelque chose de positif, de bien. Encore faut-il que les pays puissent avoir un minimum d'infrastructures pour au moins commencer à lier, à tisser des liens d'alliance. Bon, pour moi, en fait, je vais dans leur sens un peu parce qu'il faut déjà, pour moi, chaque partenariat a une particularité, une singularité qu'il faut analyser également dans des contextes et par rapport aux opportunités. Donc, est-ce que c'est en fait un investissement rentable ou plutôt une tribune donc assez coûteuse pour ces pays? Je pense qu'il faut donc analyser cas par cas parce que il y a des partenariats comme donc Visit Rwanda qui depuis 10 ans donc a fait donc en fait son chemin et avec des impacts qu'on peut mesurer là. Et par rapport, par exemple, quand je prends donc l'exemple donc de la Côte d'Ivoire avec Sublime Côte d'Ivoire, parce qu'en fait il y a un contexte local également qu'il faut analyser. Si on prend l'exemple juste donc du Sublime Côte d'Ivoire, pour moi c'est une stratégie donc assez donc bien faite parce que souvent les pays africains qui organisent la CAN sont très vite donc aux oubliettes et donc pour moi la stratégie ivoirienne vient comme une stratégie de post-event marketing après la CAN parce que la CAN a été une réussite de la CAN 2024 et ils ont surfé sur cette vague. C'est 23, non? Bon, oui, bon, 23, mais on parle de CAN 2024, oui, donc voilà. On s'est compris. Exactement. Et pour moi, en fait, ils ont surfé également donc sur cette vague. Et si on voit bien également, donc ce n'est pas juste donc l'Olympique donc de Marseille qui également donc a une base au niveau du PACA. Et il y a des résultats qui commencent à sortir donc du côté ivoirien. On a vu que donc l'année dernière, par exemple, en termes de tourisme, donc ça est passé de 2,5 millions à 4 millions. Mais également la stratégie donc par exemple du Rwanda qui est pionnier sur ce domaine. Donc, ça fait 10 ans. Donc, ils ont eu le temps donc, de voir cela. Et également, il y a des chiffres parce que entre 2017 et 2024, on a vu qu'en fait, ça est passé, en fait, leur tourisme est passé de plus de 47%. Donc, en fait, chaque pays a une stratégie différente. Je peux parler donc du Maroc, donc de la RDC ou comment ça s'appelle du Congo-Brazzaville. Chacun a une stratégie parce que pour moi la stratégie marocaine n'est pas pareille que la stratégie rwandaise ni ivoirienne parce que chacun a un contexte, des objectifs donc différents. Maintenant, il y a une question qui est légitime que que les pays africains et les peuples africains également peuvent se poser dans des pays où l'accès à la pratique physique et sportive donc n'est pas réglé. Est-ce qu'il est opportun de dépenser autant donc d'argent pour pour du sponsoring avec des pays européens? Pour moi, donc la question se pose, est-ce que en fait c'est un investissement rentable ou une tribune coûteuse?
on peut donc l'analyser cas par cas, mais également, il ne faut pas rentrer dans une analyse simpliste en se disant, il dépense des millions d'euros, mais est-ce que derrière, il y a une rentabilité? Parce qu'on est dans une logique financière et le but, c'est de gagner de l'argent et également d'avoir un retour sur investissement. Et je pense que dans les prochaines minutes, on pourra revenir cas par cas pour analyser par rapport au contexte chaque pays et sa stratégie par rapport à une stratégie beaucoup plus globale. Est-ce que finalement, Patrice, c'est pas, tout ça, c'est pas une espèce de marketing touristique, peut-être même déguisé? Oui, mais il n'est pas forcément déguisé. Je pense que le marketing est un mot noble. C'est pas forcément. Vous savez, le marketing, j'ai l'habitude de dire, le bon partenaire, c'est ce que je disais à Bakary tout à l'heure, c'est mon jumeau marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se rapprocher, mais comme pour se rapprocher entre individus, il faut avoir un langage commun, il faut avoir une vision commune, peut-être des valeurs communes. On peut se rapprocher. Puis après, on se dit, bah, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Tu peux m'apporter peut-être que des choses que j'ai besoin. Nous avons la même cible. Quelle est notre cible? D'accord, nous ne sommes pas concurrents, nous ne vendons pas la même chose, nous n'avons pas la même spécialité. Ah, alors là, ça devient intéressant parce que tu vas pouvoir m'apporter ce que je n'ai pas, je vais pouvoir t'apporter ce que tu n'as pas. Donc, j'en reviens un petit peu au départ. Il faut vraiment définir ce que je suis, quelle est mon identité de marque, et là, je parle bien effectivement d'une thématique marketing, pour savoir avec qui je veux travailler et pourquoi. Pourquoi? Il ne s'agit pas de faire du partenariat pour du partenariat. Ce serait sot. Le partenariat est un élément, le marketing est un élément pour aller vers un but, pas pour aller vers une charge, pour aller vers un investissement qui nous rapportera effectivement à chacun des partenaires eh bien, un retour sur investissement favorable et qui correspondra à l'objectif de départ. Monsieur Larachy, depuis le Maroc, j'imagine que c'est au niveau des partenariats, c'est bien un sujet que vous connaissez pour le cas du Maroc, hein, vous êtes originaire du Maroc. Est-ce que finalement les pays africains ont des retours économiques mesurables sur ces différents investissements côté Maroc et pourquoi pas sur aussi le Rwanda, la Côte d'Ivoire, si vous avez des éléments de réponse? Alors, avant de parler du Maroc, je voudrais juste revenir un peu sur les cas justement des pays qui ont fait ces actions marketing au niveau de ces différents clubs qu'on a cités. Euh, en précisant une chose, c'est que toutes les entités qui font ce sponsoring, ce sont des entités liées au tourisme. Donc, donc Visite Rwanda, c'est lié au ministère du Tourisme rwandais, Sublime Côte d'Ivoire aussi, Destination Congo. Donc, ça, ce sont donc c'est pour ça que les KPI, donc vraiment les critères importants pour les pays en question, là, on parle pas de football, on parle de tourisme. Donc, c'est vraiment d'être capable, à travers justement les plateformes de marketing qui sont proposées par ces clubs-là, de pouvoir attirer un maximum de touristes dans les pays respectifs. Donc, ce qui veut dire que déjà, nous, pays africains, nous devons être capables de proposer des offres touristiques intéressantes. Donc, sommes-nous déjà prêts? Donc, déjà, il faut se poser la question de quelles sont les offres que l'on propose, à combien et comment pouvoir faire les activations autour de ça. Deuxième point, c'est de voir justement quelle est la capacité de ces clubs à approcher une clientèle de touristes possible pour ces pays-là. Donc, j'ai fait un petit récap. Et en fait, donc, si je prends le cas de la RDC, euh, avec tous les clubs qu'ils ont approchés, donc à savoir FC Barcelone, Monaco et Milan, il y a une base de followers de 530 millions de followers. Rwanda, avec Arsenal, PSG, Bayern Munich, Atlético de Madrid, ils sont à 550 millions de followers. La Côte d'Ivoire avec Marseille, ils sont à 21 millions. Et Congo-Brazzaville avec Lyon, ils sont à 11 millions. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'apporter le coût par follower vis-à-vis du budget qui est estimé sur ce qui a été investi en termes de sponsoring. Donc là, je tombe sur un chiffre qui est fort intéressant et qui démontre aussi que la stratégie du Congo, RDC, est pas si farfelue que ça. Donc, on est sur du 0,05 euros par follower, alors que pour le Congo-Brazzaville, on est sur du 0,40 euros par follower. Et là, donc juste ce retour sur investissement, il est très intéressant d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue activation. Parce que la RDC, ce qu'ils ont fait, et c'est très smart, c'est que au-delà de la visibilité maillot sur les stades, etc.,
ils ont, ou ils auraient, on va utiliser le conditionnel, parce que c'est des sources qui ont été apportées, euh, ils auraient négocié un match par an au New Camp pour la RDC. Donc, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que aussi de penser billetterie. Et un match au New Camp, quand il sera, parce que là, il n'est pas encore fini, mais quand il sera finalisé, il pourra accueillir plus de 100 000 personnes, avec une moyenne de 40 euros ou 30 euros, 30 et 40 euros le ticket. On peut atteindre les 4 millions d'euros facilement en termes juste de billetterie. Je parle même pas des droits de télé lors des matchs et tout ce qui peut être vendu à côté. Donc, quand mis bout à bout, et en se disant aussi que, OK, pour faire une campagne marketing à l'international, ça me coûte tant, le calcul peut être vite fait d'un point de vue touristique que c'est intéressant. Après, si on parle football, c'est une autre chose. Là, surtout sur toutes ces activations, effectivement, la plupart ont signé des accords aussi pour faire soit ramener des académies des clubs respectifs dans les pays. Mais est-ce que juste ça sera suffisant pour faire avancer le football dans ces pays? Ça, personnellement, j'en doute fort. C'est plus une action marketing, à moins que vraiment qu'il y ait vraiment des conventions signées avec les fédérations qui sont vraiment concernées. Voilà, ça reste à prouver parce que concrètement, il n'y a pas eu tant d'actions que ça de tous ces pays, hormis avec le PSG et un peu le Bayern Munich, avec le Rwanda, mais avec les autres pays, je demande à voir. Quant au Maroc, écoutez, c'est vrai que ça a été une politique, je pense plutôt gouvernementale, d'avoir cette ouverture sud-sud, donc avec nos pays frères africains, pour pouvoir justement apporter, je dirais, notre expertise sur les différents volets autour du sport, pas que purement technique, mais aussi du volet infrastructure, parce qu'on a, comme vous avez pu le voir aussi lors de la dernière CAN, on a réalisé des stades dans un temps assez record et avec voilà avec une qualité que vous avez tous vu à travers vos écrans et aussi pour ceux qui ont pu se déplacer. Donc, je pense que voilà, le Maroc et même aujourd'hui le Maroc, il est reconnu dans d'autres pays, même le Donc, c'est Qatar a positif, fait tes côtés marocains, c'est positif, c'est bien ça. un petit peu. Pour l'instant, je pense on peut être content de ce qu'on a effectué effectivement et de l'expertise qu'on a pu développer. Justement, Jean-Claude, Monsieur Laréchi l'a dit, hein, on fait rentrer des devises à travers le football, le sport, hein, de façon générale, mais quid après des infrastructures locales au niveau de l'Afrique subsaharienne notamment, au niveau des sportifs, des athlètes, des compétiteurs? Et je pense que ça, c'est un sujet qui t'intéresse. Ça m'intéresse d'autant plus que, comme vous le savez, donc avec Foot Solidaire, depuis 26 ans, nous travaillons pour la protection des jeunes footballeurs africains. Et avec toutes ces questions des migrations, on va dire un exode massif des gamins d'Afrique aujourd'hui, des gamins partent systématiquement parce qu'il n'y a pas de championnats locaux, parce qu'il n'y a pas d'encadrement local, parce qu'il n'y a pas de compétences locales. Et c'est vrai que l'Afrique a tendance un peu à prendre les choses, à mettre la toiture avant de mettre des fondations. C'est louable pour un gouvernement comme... Mais c'est grave ce que tu avances. Exactement, ce que je veux dire, c'est que nous devons avoir en Afrique, on va dire, une vraie stratégie, une vraie vision du sport. Le sport en Afrique est très important parce que depuis les années d'indépendance, depuis même avant les indépendances, le sport joue un rôle. Je ne vais pas vous parler du FLN, de la fameuse équipe du FLN qui a soutenu l'indépendance de l'Algérie. Je ne vais pas vous parler de Nnamdi Azikiwe, qui est au Nigeria, le journaliste qui a travaillé pour l'indépendance du Nigeria. Je ne vais pas vous parler de la Makana Football Association, qui était les prisonniers de Robben Island avec Mandela, qui avait ce championnat de prisonniers où ils s'échangeaient des informations avec leurs leaders détenus, etc., etc. Donc le football en Afrique ne peut pas être appréhendé exactement comme en Europe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... Aujourd'hui, au lieu d'avoir une dérive qui est parfois, pour moi, je l'appelle ultra-libérale, où l'argent domine tout, où on voit des confédérations, une confédération africaine, la CAF, qui est complètement hors sol par rapport à ça, qui dépense des sommes folles pour du business. Et quand je dis business, c'est pas toujours dans le côté positif. Du business, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent, du sport pour de l'argent, en oubliant le côté de développement local. La matière première. La matière première, les championnats locaux, et essayer d'éviter l'exode massif des footballeurs qui partent parce qu'il n'y a rien localement. Donc mettre un effort... Mais ça, c'est les fédérations locales ou c'est la Confédération africaine de La football? Confédération africaine, déjà,
elle a un rôle que je trouve parfois d'organisateur de compétition au lieu d'être de développement. D'accord? Vous avez des gens qui sont à la tête d'une CAF qui est devenue en fait CAF FIFA parce qu'aujourd'hui la CAF. Non mais d'accord, la CAF, on peut en faire le procès, ce sera même peut-être l'objet d'une prochaine émission. Mais s'agissant principalement des fédérations locales qui travaillent de facto avec les différents les ministères fédérations, il y a du plusieurs. tourisme notamment, parce qu'aujourd'hui, Alors, moi je suis d'accord on l'a dit, on est tous d'accord. C'est plutôt les ministères du tourisme et loisirs, selon moi, je suis d'accord, Malik. terminologie qui s'occupent justement de ces partenariats-là. Je suis d'accord. Quelles sont les retombées qu'on utilise le football pour autre chose. Ça, c'est l'utilisation du football comme levier pour d'autres activités. Et là, quand on parle de développement du sport, c'est pas ça. Et c'est vrai que c'est plutôt une réussite en matière de tourisme, parce qu'on voit quand même, Visite Rwanda, comment ça fonctionne bien, et j'espère aussi qu'avec, on voit également le Maroc, on voit également la RDC qui s'y lance. Ce ne sont pas des projets à blâmer, mais je veux juste dire que, revenons quand même sur du concret, de dire, développement du sport, qu'est-ce qu'on en fait? L'infrastructure, l'humain, le sportif africain est l'un des plus mal lotis de la planète, alors que des statistiques nous disent qu'en 2040, 2 sportifs sur 3 seront africains. Qu'est-ce qu'on fait de l'individu, des carrières, du suivi, de la santé, des reconversions, etc. Moi, j'invite, ayant la chance d'avoir d'éminentes personnalités du marketing, du développement du sport en Afrique, c'est vrai que chacun a ses problématiques. J'invite aujourd'hui l'Afrique à réfléchir sur cette vision du sport que nous avons. Qu'est-ce qu'on fait du sport? Comment on le finance? S'il y a une vraie vision, on aura des politiques. Et qu'il y a des politiques, il y aura donc tout ce qui va être le financement, parce que l'Afrique manque de financement du sport. Les entreprises qui peuvent contribuer, toutes ces multinationales qui font simplement de la canne au lieu aussi de faire les championnats locaux. Le CHAN a été supprimé, là. Voilà. Il n'y a pas de financement. Il faut que les États aient de vraies politiques où les acteurs du sport, les financiers, les financeurs, les gens du marketing sachent à quoi s'en tenir quand je vais investir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Maroc. Je sais à quoi m'en tenir sur le plan fiscal. Je sais à quoi m'en tenir par rapport au développement du sport. Parce que, malheureusement, une entreprise n'est pas une œuvre de philanthropie. Quand une entreprise finance un sport, je pense que vous le connaissez mieux que moi, M. Ribaton, c'est parce qu'on veut de l'image. Mais si j'ai un sport qui n'a pas d'image, où il y a du trafic d'enfants, où il y a de la corruption, des gens qui n'ont pas leurs âges, etc., avec des querelles qui dépassent le cadre sportif, avec des problèmes extrasportifs qui viennent noyer le sport, alors là, l'entreprise ne viendra pas financer une telle image. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un appel aussi à vous les médias et à vous des personnalités du sport, du marketing, notre collègue au Maroc, et le Maroc est déjà bien avancé là-dessus, honnêtement. Moi je dis chapeau au Maroc, c'est qu'ils ont fait depuis 15-20 ans, parce que moi j'ai suivi ce projet à l'époque avec l'Académie Mohamed VI, et tout ce qui concerne la formation déjà, c'est déjà louable, mais le Maroc est allé plus loin. Ils ont travaillé sur un code du sport. Et à un moment donné, je pense que j'avais travaillé avec une personne du cabinet du ministère des Sports au Maroc pour un code du sport. Il réfléchissait aux questions de mettre en place un vrai code du sport au Maroc pour évidemment le codifier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de cette vision, on a besoin de ces politiques-là pour avoir des bases, des fondations solides et pas seulement des vitrines. Bakary, semble-t-il que au niveau donc, de Visite Rwanda, pour parler du Rwanda, ce soit perçu comme un modèle réussi. Mais quand on regarde, ça fait quoi, 10 années déjà pour ces différents partenariats au Rwanda. Est-ce qu'au niveau des compétitions locales, est-ce que ça fonctionne, le championnat local? Est-ce qu'au niveau de la participation du Rwanda à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, moi je ne vois pas le Rwanda, je m'interroge. Bah, en fait, comme le disait M. Leraché également, il faut, en fait, le but de ces partenariats est avant tout touristique, culturel, avant sportif. Même s'il y a dans certains partenariats, on y met une partie, autant pour moi, sportive, c'est le cas, en fait, par exemple, de la RDC, avec l'AS Milan, avec l'Académie de Beaumont. Mais c'est avant tout, en fait, un partenariat touristique, c'est le but premier. C'est pas le but de ces partenariats, c'est pas de développer, en fait, la partie sportive. C'est pourquoi, parfois, certains, en analysant les choses, et pour faire également donc, la comparaison entre Visite Rwanda et le cas du Maroc, le Maroc a fait le choix d'investir sur des actifs. Attends, vous êtes en train de me dire que le Rwanda assume cette politique? En fait, utiliser le sport pour davantage se faire voir à l'international, mais ne pas forcément reverser
toute cette plus-value-là au niveau des athlètes, au niveau du sportif, au niveau des championnats locaux, au niveau de l'équipe nationale du Rwanda? C'est bien ça? On est Bah, en fait, d'accord là-dessus? pour moi, c'est deux stratégies parce que Visite Rwanda, l'objectif premier, en fait, c'est de redorer l'image d'abord, en fait, du Rwanda à l'extérieur, mais également de faire du Rwanda une destination privilégiée pour certains types de populations. Donc Et ça, on est d'accord, il n'y a pas de Mais problème. c'est ça, en fait, Mais le but premier. au niveau des retombées sur les sportifs. Maintenant, le retombé sur les sportifs, je pense également, eux, ils ont une sorte de diplomatie sportive pour faire également du Rwanda un hub en fait, sportif au niveau africain. Parce qu'aujourd'hui également, le Rwanda, certes, sur le plan sportif, on ne voit pas les mêmes retombées que le Maroc, mais le Maroc avec, comment ça s'appelle l'académie, donc Mohamed VI, ça fait donc 15 ans. Et eux, ils ont fait, en fait, comment ça s'appelle, une stratégie inverse, parce qu'eux, ils ont investi sur de l'actif à travers l'académie. Ce n'est plus le Maroc qui va vers l'Europe, c'est les Européens qui viennent vers le Maroc avec le tournoi international U19 à Salé, où on a des pays, donc des clubs européens comme le Real Madrid, l'Ajax, qui viennent maintenant au Maroc, mais également le Maroc fait en sorte qu'en fait, de leur dire, je vous ouvre en fait le potentiel donc d'athlètes donc marocains, et c'est le cas d'Onani ou de El Nesri. Donc voilà, en fait, chacun a sa stratégie qui est différente. C'est pourquoi je dis, en fait, chaque partenariat doit être analysé dans un contexte, parce que chaque partenariat a une certaine singularité. Parce que le but premier, c'est touristique, c'est avant d'être sportif. Maintenant, après, on peut parler donc de la stratégie sportive donc dans ces différents pays, que ce soit donc le Rwanda qui n'a pas le même niveau de développement au plan donc des athlètes, mais également de ses équipes, ou donc la RDC ou comment s'appelle, le Congo-Brazzaville, voire le Maroc. Chacun a sa stratégie qui est différente. Mais c'est d'abord touristique. Maintenant, est-ce qu'on doit prioriser donc, la partie sportive plutôt que la partie touristique? C'est des choix, c'est des arbitrages et que chacun donc, le fait selon une stratégie, mais également selon sa manière de voir en interne. Patrice, est-ce que finalement c'est une réussite, finalement, si on s'arrête sur le modèle rwandais? Apparemment, il y a des devises qui rentrent, mais malgré tout, au niveau des sportifs, au niveau des équipes nationales, je l'ai dit, au niveau du championnat local, il n'y a pas de visibilité. Est-ce que finalement, on pourrait dire que c'est quelque chose de réussi, Moi, je crois que sachant que ouais. le premier élément, c'est le sport qu'on a mis en avant? On ne peut pas être satisfait pleinement. On n'est jamais satisfait pleinement. Moi, je voudrais rebondir sur ce que... Ne serait-ce qu'en partie. Parce qu'on partie, on utilise le sport peut-être c'est une pour première véhiculer étape. une image et Mais ce sport n'en bénéficie pas. le football, c'est le plus grand média du monde. Hein, la dernière Coupe du Monde au Qatar, 5 milliards 400 millions de gens dans le monde l'ont regardé. C'est énorme, c'est plus grand que n'importe quelle radio, que n'importe quelle télé, que n'importe quel journal, bien évidemment. Alors, il y a le développement, et là je reviens à ce que Jean-Claude a dit, et finalement ce que Bakary a un petit peu aussi essayé de mettre en forme. Vous avez le développement par le sport. Et quand on parle de football média qui ne va pas forcément irriguer le territoire, c'est un développement d'un État, d'une entité par le sport. Et puis il y a le développement du sport. On aimerait que les deux soient mariés. Vous voyez, alors, le développement du sport, c'est le développement territorial. C'est irriguer directement par les événements qu'on met en exergue, effectivement, nourrir les villages, les villes. Ça veut dire aussi cadrer et éduquer les jeunes garçons et les jeunes filles, qui sont très importantes et qui transmettent aussi l'éducation. Très bien. Alors, si on s'arrête au développement par le sport, en considérant que le football est un média, un vecteur d'influence internationale, oui, on peut rentrer par cette porte-là, mais il va falloir réfléchir à justement tout ce qu'on va faire rentrer en retour sur investissement, que ça aille sur les territoires. Ou alors, on développe effectivement le développement du sport sur le territoire, et à partir d'un certain niveau, on travaille pour avoir une compétition qui peut être, je vais dire un petit mot qui n'est pas très libéral, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, mettre des barrières à la sortie pour qu'on garde notre meilleur jeune, pour que le premier contrat professionnel se fasse peut-être dans le club leader ou dans les 2-3 clubs leaders du pays. Voyez ? Donc, deux entrées possibles, évidemment, il faut lier les deux. Parce que sinon, je vais vous dire, on aura loupé quelque chose. Monsieur Laréchi, comment sont reparties les entrées de devises au niveau du Maroc? Écoutez, ce qui a été annoncé par le ministre de l'Industrie au Maroc lors de la dernière CAN, c'est l'impact de la dernière CAN était de 1,5 milliard de dirhams, donc c'est à peu près 150 millions d'euros. Donc ce qui est un chiffre fort appréciable, on va dire ça pour l'économie marocaine.
Et au-delà de cet impact de cet événement, il y a effectivement les transferts de joueurs. Bakary l'a mentionné, il y a des joueurs qui ont été formés par l'académie, mais aussi par d'autres clubs au Maroc qui commencent à partir à l'étranger. Je vais citer un exemple donc un joueur qui joue à Lille actuellement, Hamza Igaman. Bon, il a pas été formé à l'académie, mais il a été formé par un autre club de Rabat, les Phares de Rabat. Ben, typiquement, lui, c'est un joueur qui est parti du Maroc à 3,5 millions d'euros, un chiffre qui n'a jamais eu, enfin, des transferts qui dépassent 1 million d'euros depuis le Maroc, c'est très très rare. Et du coup, voilà, au Maroc, on est aujourd'hui capable de transférer des joueurs au-delà d'1 million. Il y en a une dizaine actuellement, ce qui est déjà une belle prouesse. Je parle pas des joueurs qui sont déjà à l'étranger, hein, je parle vraiment des joueurs qui sont formés dans la Botola, dans le championnat local ou par l'académie. On a maintenant même défenseur de Rennes, Ait Boudlal. Il y a aussi le nouvel attaquant Amir Rennes Zabiri, eux sont formés par l'académie. Donc le Maroc donc attire justement ces devises à travers donc ces transferts de joueurs, à travers les touristes sportifs, parce que c'est vrai que le Maroc aujourd'hui, au-delà du football, il organise des trekking, il organise des marathons, des triathlons. Il y a le golf aussi, c'est très développé. Il y a le tourisme tout maritime avec tout ce qui est surf, kitesurf au sud du Maroc. Donc, on a réussi à créer aussi une destination de tourisme sportif qui est intéressante. Et j'invite vraiment tous les autres pays aussi parce qu'on a la chance d'avoir dans notre continent des ressources naturelles exceptionnelles. On a des montagnes, on a la mer, on a tout ce qu'il faut pour bien accueillir les choses. Mais ce que je voudrais surtout préciser, Malik, c'est que aujourd'hui, on parle, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de sport en tant que performance. Effectivement, c'est très important. Mais il faut aussi qu'on réussisse à ancrer dans notre réflexion que le sport, c'est aujourd'hui une industrie. Au-delà de la partie performance, il faut vraiment que nos gouvernements se disent, OK, le sport, c'est un vecteur de développement, puisque c'est un secteur qui peut employer du monde, qui peut générer des devises, comme vous l'avez cité, qui peut générer des investissements. Donc ça, c'est très important. Et pour revenir justement au cas du Rwanda, euh, aujourd'hui, comme l'a si bien dit Patrice et Bakary, c'est un cheminement. Donc, ils ont misé sur plutôt développons nos infrastructures, développons notre structure, notre doing business structure pour qu'on puisse attirer justement ces investisseurs qui soient à l'aise pour venir investir au Rwanda. Et par contre, eux, du point de vue industrie du sport, ils ont pris un peu d'avance sur d'autres pays parce que le Rwanda, voilà, ils ont construit leur Kigali Arena, ils ont quand même ils accueillent la BAL, donc la Basket Africa League. Ils ont accueilli la PFL, donc la compétition de boxe. Récemment, il y a eu les FIFA Ferries qui sont passés dans le nouveau stade qui a été inauguré par le président Kagame, en présence de Infantino aussi. Ils ont organisé le championnat du monde cycliste de mémoire il n'y a pas très longtemps. Donc, eux, ils misent sur le côté industrie. Et comme vous le savez bien aussi, le développement, et même pour le Maroc, le Maroc, vous savez, ça a pris au moins 10 ans pour qu'on puisse commencer à avoir les fruits de ce qu'on a aujourd'hui. On a cité tout à l'heure que le Visit Rwanda, c'est 10 ans. Ben voilà, je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Ils vont, avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Alors, par contre, s'ils réussissent pas, c'est pas bon. Donc, ils ont mis la barrière haute en termes d'infrastructure. Maintenant, il faut passer à la partie performance. C'est mon avis là-dessus. Jean-Claude, hein, Monsieur Laréchi l'a dit, hein, il faut un championnat fort pour potentiellement avoir des transferts élevés. Donc, ça dit tout simplement qu'il faut malgré tout développer les championnats locaux. À la fin, je veux dire, in fine, on revient à la même chose. On revient à la même chose. Et je pense que l'exemple du Rwanda est quand même à suivre parce qu'il vaut mieux commencer par les structures, ensuite le reste suivra. Parce que lorsqu'on n'a pas ces politiques, ces structures,
on ne peut pas, et également des compétences qui vont avec, parce qu'il faut des cadres du sport, des gens qui pensent marketing, communication, qui pensent santé, médecine. Et aussi, ce qui est appréciable avec M. Laréchi, c'est qu'on voit bien qu'il y a des statistiques. Le football, le sport africain a été un peu à la traîne par rapport à tout ce côté un peu, on va dire, académique, de recherche. En Europe, il y a beaucoup de recherches, il y a des cabinets de recherche qui parlent de statistiques. Vous saurez combien les transferts coûtent. Vous saurez même au niveau des performances, vous avez tout est documenté. Tout est mis, on va dire, comment dire, et quasiment scientifique. Et aujourd'hui, l'Afrique vraiment doit se former, justement, avoir cette approche un peu plus intellectuelle, académique, et profiter de l'expérience de l'Europe, hein, qui est quand même leader en matière de sport. Y a pas de, quand vous regardez la Champions League, rien qu'en football, hein, je parle, hein, vous comprenez à quel niveau aujourd'hui est l'Europe. Et nous pouvons nous inspirer de ça. On a tous ces binationaux qui sont en Europe, qui peuvent partager leur expérience avec les pays africains. On a des amis de l'Afrique, M. Ribaton, qui peuvent venir sur le continent partager l'expertise et les compétences. Et nos jeunes frères, comme M. Bakary, qui font des choses appréciables sur le terrain, on a besoin de tout cela. Et c'est vrai que la performance, pour moi, c'est vrai qu'on est un peu partagé entre l'urgence de la compétition, parce qu'il faut que le pays participe pour le prestige national, hein, aux compétitions, à la CAN, à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques. On est partagé entre l'urgence de la compétition qui n'attend pas et puis le développement. Il faut peut-être qu'on ait une vraie stratégie pour réfléchir. Il faut des gens pour structurer des politiques. Il faut également, sur le terrain, que ça avance, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Bakary, justement, est-ce que toi, à ton niveau, tu sens une réelle volonté en lien avec ce qu'évoque notre ami Jean-Claude, une volonté de développer le football local et par ricochet, avoir aussi des entrées d'argent? Bah oui, je le vois à travers le continent et comme il l'a dit, en fait, il y a plusieurs urgences. Il y a l'urgence sportive, mais également il y a l'urgence économique. Et pour prendre l'exemple donc du Maroc, c'est en fait eux ils ont fait une stratégie qui est une stratégie gagnante parce qu'en fait avec l'académie donc avec leur académie en fait Mohamed VI, on voit qu'aujourd'hui également donc avec le partenariat avec le Stade Rennais, on voit comment ça s'appelle des techniciens également marocains qui vont également donc au Stade Rennais pour recycler, mais également pour partager leur expertise avec leurs homologues bretons. Donc il y a une stratégie et si on voit dans d'autres pays, chacun a ses urgences et il y a des urgences économiques. On prend le cas de la Côte d'Ivoire parce que n'oublions pas également le contexte politique dans ce pays qui est passé également donc par des guerres civiles et tout. Il y a une urgence également économique qui est assez forte, qui est en parallèle donc avec l'urgence sportive. Mais au sein, par exemple, de certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie, parce qu'on en parle peu, mais qui a fait en fait un bond énorme en termes de développement donc de joueurs, en termes de structuration en interne. Il y a cette volonté, mais cette volonté également se confronte également à des limites économiques, à des limites également structurelles donc en Afrique et que chaque pays a ses propres en fait problèmes, mais également chaque pays également a son propre modèle. Je prends par exemple l'exemple du Sénégal, même s'il n'y a pas une vision sportive assez grande comme là donc le Maroc qui vient donc des plus hautes sphères et qui est décliné partout. Au Sénégal, c'est des initiatives plutôt privées avec donc Diambar, Génération Foot qui nous ont en fait valu tellement de satisfaction avec des joueurs de qualité qu'on voit partout dans le monde. C'est une stratégie, c'est un développement, mais une initiative plutôt donc du privé qui est différente donc du côté marocain. Si je vois par exemple le Mali, même s'il y a en fait le contexte est également sécuritaire et tout, c'est en fait c'est un pays qui est en train donc de faire également donc d'énormes efforts pour le développement du football. Et donc pour ces pays-là, donc j'en passe. Donc la Tunisie qui était au début des années 2000 une référence, donc qui est aujourd'hui donc supplantée par le Maroc. Chacun a essayé de faire, mais il n'y a pas une vision commune, il n'y a pas une méthodologie ou une méthode donc universelle africaine. Chacun fait par rapport à ses urgences économiques, à ses contextes également, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contextes. Le Maroc n'a pas le même contexte sécuritaire, économique, mais également en termes d'opportunités que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou la Tanzanie. On agit avec les réalités locales. On agit avec les réalités locales, mais également on agit également par rapport à la perception. On n'aura pas en fait du Maroc demain en Éthiopie, parce qu'en fait c'est pas les mêmes réalités également socio-culturelles et économiques. Le sport, en fait, le football, en fait, sa place au Maroc n'est pas pareil, par exemple, en Éthiopie, avec tout le respect que je leur dois. Il y a d'autres sports où, en fait, le football n'est pas forcément le sport de prédilection. Donc, les gens essaient de le faire, même si souvent, au niveau politique, les gens s'occupent plutôt des équipes A, ce qui n'est pas le cas dans certains pays comme le Maroc ou la Tanzanie, mais même le Soudan, où on voit les résultats. Le Maroc, je ne parle même pas du football, mais je te parle d'une autre discipline qui est apparentée au football, qui est le futsal, qui depuis donc une dizaine d'années, moi je leur suis, je vois leur structuration. C'est l'une des meilleures en fait, nations au futsal. Et aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie
déjà gouvernementales qui viennent en fait du roi. Alors que dans d'autres pays, c'est plutôt des initiatives privées qui essaient de le faire. Donc chacun également avec ses réalités. Et pour moi, en fait, c'est pourquoi le partenariat gagnant-gagnant. Par exemple, pour le Sénégal, je pourrais dire que c'est gagnant parce que ça permet aujourd'hui de développer des académies comme Génération Foot, Diambar et entre autres qui aujourd'hui, en fait, nous fournissent en fait des jours de qualité dans nos différentes catégories qui nous a permis de gagner ou de rafler donc toutes en fait les compétitions africaines. Le cas du Maroc est l'inverse du cas du Sénégal qui est également différent du cas de la Côte d'Ivoire entre autres. Donc il faut toujours tenir compte également des urgences économiques, du contexte local, même s'il y a une urgence également des compétitions, parce qu'il y a des compétitions tous les 2 ans ou tous les 4 ans. Et donc, il y a cette obligation également de résultats qui parfois font passer certains, à faire les choses, non pas par ordre, mais de vouloir forcément performer, alors qu'aujourd'hui, le cas du Maroc, il lui a fallu une dizaine d'années, une décennie pour qu'on puisse voir les résultats, même s'il s'agit du futsal. Parce que moi, donc en 2012, je me rappelle très bien quand on parlait du futsal au Maroc et ce qu'il est devenu aujourd'hui en 2025, après 10 ans, mais on voit les résultats et on voit qu'en fait, il y a un cheminement, il y a une stratégie, les moyens également ont été mis à disposition. Et le cas du Maroc aujourd'hui est pour moi, en fait, et ça, donc, je pense que je l'avais écrit, que ce soit sur le futsal ou sur le football, une voie à suivre pour beaucoup de pays africains, tout en tenant compte également des contextes économiques, sociaux, culturels, locaux. Et Patrice, j'ai envie qu'on revienne d'une certaine façon un peu en arrière, hein, une espèce de marketing pour les nuls, je vais appeler ça comme ça. Comment ça se passe? Qui vient voir qui en premier? Est-ce qu'il y a une règle, si j'ose dire? C'est les clubs qui viennent voir certains pays, c'est les pays qui vont voir des clubs. Et une fois qu'il y a le premier contact, c'est quoi la suite à quoi? C'est quoi le process pour établir ces liens-là? Est-ce que c'est forcément des pays qui peuvent aller voir des clubs ou l'inverse? Ou ça peut être aussi une entité privée qui se déplace, qui va voir... Absolument. Je crois qu'il peut y avoir un contact entre ce que j'appellerais les institutions, les fédérations, les gouvernements. Bon, les fédérations, ce sont effectivement les gouvernements, mais on peut tout imaginer, bien imaginer que les clubs peuvent être autonomes aussi et qu'ils peuvent rentrer en contact avec d'autres clubs, avec des partenaires privés. Et puis finalement, au niveau opérationnel, vous avez aussi des partenaires privés qui ont besoin de visibilité, un besoin d'implantation, un besoin de sous-traitance, un besoin effectivement de trouver des fournisseurs ou de trouver des relais sur un territoire. Et finalement, le meilleur relais et la meilleure connexion, ça peut être l'association sportive, ça peut être le sport en général. Donc il n'y a pas de règle du jeu, si vous voulez. Il y a quelque chose qui ressort finalement de tout ce qu'on a dit. Le Maroc a une vision et le Maroc a un leader éclairé. Vous voyez, dans la philosophie ancienne, on parlait de philosophe éclairé, de leader éclairé, etc. Et je pense que la force du Maroc, ça a été que ce leader éclairé, qui est le monarque marocain, évidemment, a su mettre tout le monde, même s'il y a eu des petits accros, des incompréhensions, et c'est bien normal. Les Marocains, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas des moutons, nous ne suivons pas, mais il y a eu une discussion et tout le monde a bien compris, effectivement, qu'il y avait un mouvement économique qui dépasse bien le football, mais dont le support était le football, pour faire développer le Maroc. Et quand je vois aujourd'hui, on construit plus de 300 hôtels au Maroc. On est en train de construire. Déjà, le Maroc était un pays d'accueil. Au niveau des flux routiers, il y a effectivement une merveilleuse ligne auto-ferroviaire qui s'est créée. Et puis, j'ai envie aussi de vous... On a l'ambassadeur du Maroc, là. Ouais, l'ambassadeur, parce que pour moi, c'est un modèle, si vous voulez. C'est un modèle, mais un modèle où toutes les planètes étaient alignées. C'est-à-dire où vous avez un dirigeant qui travaille pour son pays. C'est intéressant. Voilà. Ça devrait être la définition d'un dirigeant ou d'un manager, d'ailleurs, dans une entreprise qui doit travailler pour une entreprise. Ce n'est pas toujours le cas, que ce soit au Maroc ou ailleurs, ou même chez nous, il n'y a pas de problème. Mais oui, un point peut-être effectivement de réflexion. Vous savez, je suis français et le français moyen, qui n'est pas particulièrement brillant, comme le rwandais moyen ou le marocain moyen, ouais, bon, bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il a toujours souvent pensé que les pays d'Afrique avaient besoin de nous. Ah ben, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin politiquement des pays d'Afrique, parce que derrière le sport, derrière aussi effectivement le football, il y a effectivement une reconfiguration géopolitique. Ça vous a pas échappé que l'Europe n'a plus beaucoup d'alliés en ce moment, ou du moins se les cherche. On est dans une perturbation, on appellerait ça en météo. Donc, effectivement, on a besoin de tisser des liens. Peut-être que le lien le plus éducatif, mais aussi le plus brillant et le plus rayonnant sur la planète, ça s'appelle le sport. Et dans le sport, ça s'appelle le football. Monsieur Larchi, finalement, avec
toutes ces éloges dressés en direction du Maroc, le Maroc est parti pour, si on part du principe qu'il y a quand même une certaine logique dans tout ça, parce que les résultats vont se faire voir, vont se faire voir tout simplement au fil des années, hein. Il n'y a qu'à regarder les dernières demi-finales du Mondial, la finale de la CAN. D'ailleurs, on ne sait pas encore si le Maroc est totalement champion ou pas. Ouais, je vais vous dire quelque On chose. va attendre le tas, ça c'est une autre question. Je Oui, Patrice, je me rapide. permets juste 10 secondes, parce que je sais que les secondes sont comptées, mais ouais, on soit toujours beau en France. Et quand on voit les matchs de poule, on a nos journalistes. Hein, je ne parle pas de Didier Deschamps, je ne parle pas des joueurs. Didier Deschamps, je pense, il va calmer tout le monde dans le vestiaire. Mais on soit toujours bon. On aurait peut-être 2 ou 3 équipes qui seraient en France capables de gagner la Coupe du Monde. Méfions-nous effectivement dans les matchs de poule d'un Sénégal qui est arrivé à un niveau effectivement de performance formidable. Le match va pas être tranquille. Méfions-nous du Maroc aussi, effectivement, plus tard dans la compétition, peut-être si on a la chance de sortir des poules, et encore une fois, c'est pas, va falloir jouer les matchs, qui aura aussi fait à cœur de montrer, de souligner toutes les belles compétences de performance qu'ils ont mis en exergue. Oui, donc je disais à M. Laréchi, si vous deviez changer une chose dans tous ces accords aujourd'hui, ce serait quoi? Parce que tout est perfectible en soi. Vous parlez de quel accord, des accords qui Les sont... différents accords selon les pays, hein, sachant qu'on a parlé des singularités hein, au Ouais, bien sûr. niveau des liens qui se font avec entre sélections, entre clubs pardon, et les différents pays africains. Tout étant effectivement perfectible, j'imagine que pour le sujet peut-être que vous maîtrisez le mieux, à savoir le Maroc, Hmm. est-ce qu'aujourd'hui il y a des axes d'amélioration à votre niveau Oui, je pense une chose, vous parlez tout à l'heure de comment valoriser le produit local sportif, et on parle en l'occurrence du football, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Et je vais citer l'exemple, par exemple, lors de la dernière Coupe du Monde U20, la valeur des joueurs de la sélection marocaine était de 11 millions d'euros. On a joué contre une équipe, l'autre équipe finaliste, c'était l'équipe argentine, qui avait une valeur de plus de 60 millions d'euros, alors que le score était de 3-0, 3-1 de mémoire. Donc, et même si on rejoue là actuellement, on va leur remettre le même score. Mais la le modestie problème, marocaine? voilà, J'adore, j'adore. le souci, où est-ce qu'il se situe? Si on parle, là, on parle économie, le souci se situe sur une chose qui est très importante pour tous les pays, c'est de la data. Aujourd'hui, un joueur africain ne commence à avoir des données sur lui, donc de la valorisation, qu'à partir du jour où il apparaît sur une plateforme de transfert qui est assez connue, et une fois du coup qu'il atteint une équipe première de son championnat local. Alors qu'aujourd'hui, un joueur, même en Argentine, est suivi à des données dès qu'il a ses 14, 13, voire 12 ans. Donc, il y a une traçabilité de ces joueurs-là, et du coup, qui dit traçabilité, dit valorisation. Comment vendre un joueur qui a surperformé pendant une Coupe du Monde et qui a joué donc officiellement vis-à-vis de tout le monde que 10 matchs, je schématise le nombre de matchs pendant toute une Coupe du Monde, versus un joueur argentin qui a joué ces mêmes 10 matchs, plus il a 200 matchs de jeunes. Donc sur ces 200 matchs de jeunes, il a marqué 30 buts, il a fait 50 passes décisives. Donc on parle d'autre chose. Le meilleur joueur marocain qui joue actuellement, enfin qui a été élu meilleur joueur dans cette Coupe du Monde, joue en Championship, donc en deuxième division anglaise. Sa valeur était de 2 millions d'euros. Pour un meilleur joueur du monde U20, alors que s'il s'appelait Alessandro Mama, sa valeur serait de 10 fois 10 au moins. Donc, je pense qu'il y a un travail déjà de data. Quand je dis de data, dans ce contexte-là, c'est de data et du côté sportif, donc des équipes, des clubs qui doivent réussir à créer de la data pour leurs joueurs. Et aujourd'hui, c'est très simple, enfin très simple. C'est beaucoup plus facile, on va dire ça comme ça, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des caméras aujourd'hui qui filment et qui créent de la data sans aucune manipulation nécessaire, sans aucune expertise nécessaire. Ça c'est les data côté performance. Après, il y a aussi les data côté monitoring de ces partenariats. C'est-à-dire,
par exemple, les ministères de tourisme de ces pays-là doivent être capables aussi de dire, OK, la visibilité, et même les clubs qui accueillent ce type d'activation doivent dire, écoutez, grâce à la visite Rwanda à l'Alliance Arena, a permis donc je sais pas enfin on a atteint je sais pas 1 million de vues de visite Rwanda, et ou bien on a réussi à approcher donc on a fait un sondage au sein de nos abonnés qui seraient intéressés par un voyage de visite Rwanda, au Rwanda, voilà X%. Donc c'est ce type de données qui sont très importantes dans ce type de partenariat. Ne pas rester statique à dire, écoutez, on va essayer de mesurer le nombre de touristes qui vont rentrer. Non, c'est comment aussi nous, on est capable de créer cette donnée et de dire, OK, on va aller chercher ces touristes pour qu'ils viennent dans notre pays, ou bien de notre côté, voilà, quels sont le nombre d'hôtels que l'on a, qu'est-ce qu'on doit améliorer chez nous pour qu'on puisse justement attirer ces personnes. Donc, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait des deux côtés de la rive de Méditerranée. Merci. Jean-Claude, à ton niveau aussi, hein, toujours dans les axes d'amélioration, parce que c'est vrai on a un peu critiqué, on a un peu bousculé, hein, d'une certaine façon, gentiment, mais il y a forcément, comme je le dis souvent, des axes d'amélioration. Quels sont pour toi les sujets sur lesquels on devrait travailler encore plus? Oui, je vais rester sur ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une vision un peu du sport en Afrique, c'est-à-dire une vision politique. On a quand même une Union africaine hein, qui a un rôle à jouer et on l'attend sur ce chemin-là parce qu'en Afrique, en 2050, on sera presque 2 milliards de personnes, une jeunesse importante. Il faut canaliser toute cette jeunesse. Le sport est un levier très, très important. Et je pense à côté du business, on a besoin de ce sport pour tous. On a besoin de cet amateurisme-là. C'est la base. Honnêtement, je peux déjà féliciter les acteurs africains parce que ces dernières années, l'Afrique a été au niveau mondial vraiment respectée. Avec le Qatar, un demi-finaliste, le Maroc, avec aujourd'hui le Sénégal, avec une certaine image du football africain qui entraîne également les autres sports. Hein. Parce que le football, comme a dit Patrick tout à l'heure, c'est vraiment on va dire, c'est le sport roi, quoi. C'est le sport roi. Et c'est vrai que à partir de là, il faut que les Africains prennent conscience du potentiel qu'ils ont, le potentiel du marché africain, pour parler comme les marketeurs, du marché africain, des besoins de l'Afrique, des besoins politiques de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté en Afrique. Pour moi, le sport reste au service des luttes africaines, quelque part. On ne demande pas aux joueurs d'aller clamer l'indépendance sur les stades, non. Mais le sport, ses objectifs doivent rejoindre ceux de l'Afrique, les défis de la souveraineté. On parle de souveraineté. Et moi, aujourd'hui, je suis choqué, d'où, félicitations au Maroc, choqué parce que parfois, nous avons nos dirigeants africains qui parlent beaucoup de souveraineté et quand on voit que tous nos joueurs sont à l'étranger et que 95% de l'équipe nationale joue à l'étranger dans des pays que nous critiquons et que nous, on ne peut pas les faire venir dans nos pays, je trouve que la souveraineté n'est pas un discours bienvenu à ce moment-là. Donc le sport est un marqueur, c'est un endroit où les gouvernements africains doivent s'investir pour donner une dignité à ce continent, pour travailler pour les causes africaines. Et je veux dire, la dernière pour moi, ça a été Sénégal-Maroc, tout le contentieux qu'il y a eu autour, pour moi, ça a été une très belle CAN, d'accord, un pays qui aime le football, le Maroc, et un Sénégal, une belle équipe, deux belles nations. Et tout ce qui s'est fait autour, honnêtement, j'ai trouvé qu'il y a eu une instrumentalisation et quelque chose d'un peu exagéré. Parce que le football est ce qui réunit les Africains. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc l'amélioration, pour moi, ça va être là, dans ce côté un peu politique, un peu des valeurs. Voilà. L'humaniser davantage. Bakary. Donc pour moi, en fait, si je réponds à ta question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut améliorer sur ces partenariats, c'est bien ça la question. Tout à fait. Et donc c'est en fait d'ajouter plus un côté en fait partage en fait de méthodologie, partage de connaissances, en fait partage de bons procédés également dans les deux sens. S'inspirer des autres. S'inspirer des autres, comme le fait comme le fait le Maroc, qui est aujourd'hui, comme je le dis encore une fois, une référence. C'est-à-dire, ok, on fait ce qu'on appelle dans le jargon industriel, en fait, ce transfert en fait des technologies après, mais c'est ce transfert en fait là de compétences, mais également de savoir-faire. Parce qu'en Afrique, il y a en fait un savoir-faire, mais également il y a également un savoir-faire ailleurs qu'on doit également exporter pour s'en inspirer. Je pense que c'est une chose. Et il y a un autre aspect également qui, moi, me tient vraiment à cœur parce qu'on parle depuis tout à l'heure de sport business qui est très important. Et je le rappelle encore une fois, l'argent est très important donc, dans le milieu du sport. Mais on ne doit pas oublier également ce que moi, j'appelle la performance sociale du sport parce que les deux, pour moi, vont de pair. Et le Maroc, aujourd'hui, le fait très bien parce que je connais des structures aussi bien donc, marocaines dans le football, dans le sport de manière générale, mais également dans la performance sociale du sport avec qui je travaille. Donc, les deux vont de pair. Mais pour ce faire, en fait, tous ces partenariats et toutes ces améliorations ne pourront pas, en fait,
fait être, comment ça s'appelle, valorisant s'il n'y a pas une stratégie au niveau local. Et ça, c'est la base. On a beau amener de l'argent, on a beau faire des choses, on a beau faire des partenariats, on a beau faire des transferts de compétences et tout ce que l'on veut, s'il n'y a pas une stratégie, une structuration en interne, en fait, ça restera des initiatives en fait de leur côté qui vont peut-être plus ou moins marcher, mais ça n'aura pas en fait l'effet escompté. Et cet effet escompté, il va falloir qu'on redéfinisse en fait notre vision du sport, que le sport est devenu maintenant une industrie. Et quand on parle d'industrie, en fait, il y a il y a toute une organisation autour. Ce n'est plus en fait un loisir comme on l'avait su, en fait, comme on veut nous le faire comprendre. C'est une industrie, mais également ça devient également donc un bras armé sur le plan géopolitique, entre autres. Le Maroc aujourd'hui donc en est donc la preuve. Bon, le Sénégal, parce qu'en termes d'infrastructure, c'est pas pareil, mais on voit aujourd'hui les plus grands ambassadeurs du Sénégal. Aujourd'hui, ce qui fait rayonner le Sénégal au niveau international, mais c'est le sport, c'est nos athlètes. C'est Sadio Mané, c'est Koulibaly. Ben exactement, c'est Sadio Mané, c'est Koulibaly, parce que c'est eux qui font rayonner aujourd'hui le Sénégal. Aujourd'hui, partout où moi je vais dans le monde, on parle de Sénégal rec, et c'est un mot qui est à la base Wolof. Ça veut dire en fait que le foot joue en fait Pour son nos rôle. spectateurs, quand on dit Sénégal rec, c'est Ça veut dire Sénégal seul en vrai Wolof. l'unique, quoi. L'unique, donc voilà, l'unique ou seul. Donc aujourd'hui, il faut une stratégie globale et également avoir ces transferts de Et vous compétences. avez les Jeux Olympiques. Et également, donc, je pense également c'est une tribune. On a les Jeux Olympiques aujourd'hui de la jeunesse pour la première fois. Donc l'Afrique accueille donc les Jeux Olympiques et ça donc à Dakar. Et j'invite donc tout le monde à venir parce qu'il y aura de belles en fait rencontres de futsal, mais également d'autres. Tu reviendras nous voir d'Afrofoot. Exactement. On reviendra donc avec grand pour le plaisir. futsal. Dernière question, les amis, rapidement. Donc, on l'a dit, les partenariats entre clubs européens et pays africains, stop ou encore, Patrice? Encore, mais mieux, mais bien fait, mais avec une vraie Exact. discussion, avec un souci gagnant-gagnant, évidemment. Et toi, Jean-Claude? Oui, tout à fait. fait. Transfert des compétences. Transfert des compétences. Bakary? Pour moi, il faut toujours continuer donc les partenariats, il faut toujours travailler avec les autres, il faut toujours s'ancrer pour avoir une vision senghorienne, enracinement et ouverture. Et puis notre invité depuis le Maroc, depuis Rabat, la Réchie. De même, je rejoins mes amis. Je pense que oui, il faut que ça soit équitable, win-win et voilà, que ça soit vraiment équilibré. On va dire des partenariats équilibrés. Voilà, de deux côtés. Équilibré. Merci en tout cas les amis d'avoir été présents aujourd'hui dans les entretiens C'est nous. d'Afrofoot. J'espère qu'on a essayé en tout cas de rentrer dans le cœur du sujet. Il y a des axes d'amélioration. Là aussi on l'a dit. Tu l'as évoqué Patrice. Des partenariats, mais de mieux en mieux et davantage équilibrés. Merci Avec du beaucoup. Avec du sens. Avec du sens. Bah écoute, on compte sur toi. Et bon, on y va. Merci de nous avoir suivis et puis on remercie notre invité, M. Larechi, depuis Rabat au Maroc. Merci Bakary, merci Jean-Claude, merci Patrice. On remercie Moustapha, on remercie Romain qui ont assuré la réalisation. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre Afrofoot. Salut.